Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'une séquence d'une dizaine de jours qui va être une séquence clé pour les investisseurs avec un déluge d'informations macroéconomiques, microéconomiques et des décisions de politique monétaire qui sont attendues dans ces 10 jours à venir devant nous. Du côté de la macro, nous aurons les premières estimations de croissance trimestrielle pour les États-Unis et pour la zone euro au cours de cette semaine, avec également des estimations d'inflation pour des pays majeurs en zone euro comme la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ces premières estimations d'inflation pour le mois d'avril seront publiées en fin de semaine. Sur le front de la croissance, on attend plutôt des bonnes surprises quant à la croissance trimestrielle en zone euro, un chiffre qui sera sans doute supérieur au potentiel habituel de l'économie de la zone euro. Le chiffre sera publié également ce vendredi. Les décisions de banque centrale, évidemment, en début de semaine prochaine, avec la réunion de la Fed et de la BCE. La Fed se décidera le 3 mai prochain. La BCE rendra sa décision le 4 mai. Et puis la partie microéconomique, avec une vingtaine de sociétés du CAC 40 qui vont publier leur chiffre d'affaires tout au long de la semaine pour le premier trimestre et les résultats des grands groupes américains qui vont monter en puissance avec le bal des GAFAM qui sera ouvert dès demain soir par Microsoft et Alphabet Google après la clôture demain donc des marchés américains. Voilà pour la séquence du moment. Nous en parlerons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La situation spéciale parisienne du moment, c'est Casino. Ce n'est pas une situation spéciale nouvelle pour les investisseurs, mais c'est peut-être une situation spéciale qui est en train d'arriver dans le money time. Pour dire les choses simplement, nous parlerons spécifiquement du cas Casino avec nos invités et plus généralement du cas d'investissement peut-être autour du secteur de la distribution. En dehors du cas Casino, l'événement du week-end a été quand même la banqueroute du groupe américain Bed Bath & Beyond, un grand groupe américain spécialiste de l'équipement de la maison et de la salle de bain comme son nom l'indique, qui a donc demandé la protection du chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis. Voilà pour les sujets du moment. Les infos clés de marché à suivre dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis exceptionnellement, pas de quart d'heure américain. Ce soir, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas mercredi après-demain à 17h45. Ce sera l'occasion de voir ou revoir notre rendez-vous avec le Café de la Bourse, avec Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui était avec nous vendredi pour évoquer des idées de placement potentiellement rentables dans l'environnement inflationniste qu'on connaît pour 2023 en fonction de l'échelle de risque et de votre profil d'investisseur, à retrouver donc à 17h45 ce soir dans l'émission. Et au milieu de tout ça, le CAC 40 débute cette semaine sans tendance, sans prise de risque. Tendance, mon ami, justement, avec vous, Alix Nguyen, chaque soir, les infos clés de marché. Le CAC, effectivement, prudent, avec une semaine très chargée en matière d'information d'entreprise et en indicateurs économiques. Oui, ce sont la moitié des composantes du CAC qui vont se prêter à l'exercice, dont Total Energy, Sanofi ou encore Kering. Même attentisme à Wall Street, où ce sont ici les géants technologiques qui vont publier. On attend Microsoft et Alphabet demain, Meta mercredi et Amazon jeudi. L'agenda macroéconomique des jours à venir sera lui aussi chargé, avec notamment la première estimation de la croissance des États-Unis au premier trimestre. Vendredi seront publiés les chiffres mensuels des dépenses et revenus des ménages. Ils incluent l'indice des prix PCE. Plus près de nous et en attendant, on apprend que le climat des affaires continue de s'améliorer en Allemagne. Pour le 6e mois consécutif et de manière inattendue, les perspectives commerciales de l'Allemagne sont meilleures. L'indice des attentes de l'Institut IFO est passé à 92,2 contre 91 révisé le mois précédent.
Et puis, le monde anglo-saxon pousse LVMH à la une aujourd'hui en comptabilisant la capitalisation boursière en dollars de LVMH qui dépasse donc les 500 milliards de dollars aujourd'hui, Alix. Et oui, le groupe de luxe devient la première entreprise européenne à franchir ce seuil. Et ça, il le doit à de solides ventes en Chine, mais aussi à la vigueur de l'euro. Donc, plus forte hausse du stock 600, Philips décolle après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Casino grimpe après une proposition d'augmentation de capital de Daniel Kretinsky, l'actionnaire majoritaire de Bismart. Il est déjà le deuxième actionnaire de Casino avec environ 10% de capital. Il propose désormais une augmentation de capital de plus d'1 milliard d'euros. Elle pourrait conduire à une prise de contrôle du distributeur. Et puis le titre de Vivendi recule ici fortement après une information qui là aussi implique Daniel Kretinsky. Vivendi a obtenu une promesse du milliardaire pour sa filiale Editis. Et puis Orpea chute après avoir rejeté la demande par un groupe d'actionnaires minoritaires d'organiser une assemblée générale. Enfin, la consommation de base tient bien aux États-Unis. On l'avait vu la semaine dernière déjà avec les chiffres et les perspectives d'un groupe comme Procter & Gamble. Aujourd'hui, c'est Coca-Cola qui dépasse les attentes. Et oui, la demande est restée solide et ce, malgré les augmentations de prix. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11%. Les revenus nets de Coca-Cola sont passés de près de 10,5 milliards à près de 11 milliards de dollars. Son titre est en nette hausse. Et puis à noter enfin que First Republic Bank publiera après clôture. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est avec nous, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à François Collet d'être avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes gérant obligataire et directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments et Alain Dubrul avec nous également en plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Alain, je commence avec vous sur le dossier Casino. Fut un temps, le secteur de la grande distribution a fait partie de vos domaines d'expertise en tant qu'analyste financier, Alain. Et donc je suis ravi de parler avec vous de ce sujet Casino. Juste pour redonner quelques éléments, parce que c'est un dossier compliqué, c'est un dossier un peu serpent de mer, effectivement, avec des difficultés qui s'accumulent depuis des années pour le groupe, sur le plan opérationnel, sur le plan financier. On a d'un côté des négociations exclusives avec le groupe Teract, dont l'actionnaire majoritaire est la coopérative InVivo. S'y ajoute le groupement mousquetaire Intermarché dans ces négociations aux côtés de Teract en vue de fusionner les activités de Teract, qui sont présents dans la jardinerie, dans des enseignes de distribution alimentaire également, tournées vers le frais, vers le bio. L'idée étant de fusionner les activités de Teract et les activités françaises de Casino, Franprix, Monoprix, etc., avec une injection d'argent frais qui pourrait aller jusqu'à 500 millions d'euros et la perspective d'une introduction en bourse de ces activités fusionnées en septembre. Pourquoi pas? C'est une deadline qui est évoquée. Et de l'autre, c'est le rebondissement du jour. Alix le disait effectivement dans son résumé de la séance, cette proposition d'injection, d'augmentation de capital de Daniel Kretinsky, actionnaire majoritaire dans les médias de la chaîne Bismart, pour 1,1 milliard d'euros au global. Offre qui est une offre concurrente, nous a dit le management d'InVivo, actionnaire majoritaire de Teract. Que dire de la situation à ce stade et est-ce que c'est le money time pour Jean-Charles Naouri à la tête de Casino? Ça sera difficile de parler de money time. En fait, il faut juste resituer deux choses. Le premier, c'est que la distribution alimentaire en France, c'est un secteur très compliqué, très concurrentiel, avec des acteurs beaucoup plus puissants que Casino. C'est les deux grands acteurs, c'est Leclerc, Intermarché, et Carrefour, on va dire. Et donc, ça fait très longtemps que le groupe Casino, en fait, rappelons à l'origine, Jean-Charles Naouri, il a pris le contrôle de Casino sans capital. Donc, il y avait une cascade de holding avec beaucoup de dettes. Et ça a toujours été un problème. Les petits porteurs historiques de Casino se souviennent que Casino a toujours versé un gros dividende. Et ça a servi, entre autres, dans les 30 dernières années, à financer les holdings au-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le constat de Jean-Charles Naouri, c'était que la France, en alimentaire, c'était pas terrible et qu'il fallait au maximum essayer de se diversifier, ce qu'il a fait notamment en Amérique latine, en Asie. Mais le problème, c'est que la France, on n'arrivait pas à en sortir, elle est devenue de plus en plus compliquée. Et du coup, il a fallu commencer par vendre quelques bijoux de famille. On est obligé de vendre aussi un petit peu les actifs qui marchent à peu près bien en Amérique latine. Tout ça pour sauver le soldat franc, qui est de plus en plus mal.
Et donc, en fait, on est actuellement, l'opération envisagée avec Teract, c'est juste une fuite en avant pour essayer d'éviter la faillite, retrouver une forme recapitaliser un petit peu ces structures en essayant de l'améliorer, parce que ce que fait les activités de Teract sont d'un petit peu de meilleure qualité, on va dire. Et puis, peut-être, en le filialisant, c'est une façon de faire de Casino un nouveau rallye. C'est-à-dire probablement une structure qui fera faillite après, pour essayer de loger ce qui a de la valeur un peu plus bas, pour essayer de refléter mieux cette valeur, pour qu'au moins au-dessus, après une bonne renégociation de dette, comme ils savent faire, comme ils ont été obligés de le faire et comme ils le referont, pour essayer de s'en sortir. Mais en réalité, c'est une fuite en avant depuis très longtemps. Les indices de prix des enseignes de Casino sont très mauvaises parce qu'il faut faire du cash. La rentabilité est sous pression. Ils ont vendu beaucoup. Il y avait pas mal d'actifs immobiliers qui crédibilisaient un peu le business, mais ils ont été obligés de le vendre, notamment chez Monoprix. Chez Casino, les géants étaient trop grands. Ils ont réduit la surface. Ils l'ont sous-loué. Ils avaient une foncière, Mercialis, dont ils sont quasiment complètement sortis. Ouais. Donc en fait, ils cherchent petit à petit à vendre les bijoux de famille pour essayer de recapitaliser un métier dont le cœur est de plus en plus difficile. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a l'offre Teract qui finalement permet d'apporter un peu d'argent frais, mais on parle de 500 millions, et quelques actifs intéressants pour essayer de redynamiser le business France, mais beaucoup de gens pensent que ce sera insuffisant, donc ça serait juste pour gagner un petit peu de temps. Et là, on a une offre concurrente, où là, on parle d'injecter 1,1 milliard d'euros, avec au passage beaucoup de conditions suspensives, notamment celle qui, dans cette offre... Un deleveraging massif. Dans cette offre, il est aussi demandé à ce que les porteurs de dette fassent un effort. Donc quand les porteurs de dette font un effort, en général, il ne reste pas grand-chose pour les actionnaires, enfin, dans la vie normale. Après, il y aura forcément un bras de fer qui va se créer. Et il demande aussi à ce qu'il y ait une dérogation, puisqu'il va prendre le contrôle. Il passerait de 10 à 40-45%. Ouais. Normalement, il y a une OPA au milieu. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'éléments tout à fait incertains dans cette opération. Ce qui est sûr, c'est que le business de Casino... Donc, en l'occurrence, Monoprix, Franprix, géants, les hypermarchés géants et les supermarchés, ne va pas bien. C'est difficile en France et pour eux en particulier. Je me permets de dire que Jean-Charles Naouri a refusé quand même avant cela d'autres propositions, des tentatives de fusion ou de rapprochement industriel avec des concurrents type Carrefour. Ce sont des tentatives qui sont revenues régulièrement. Je ne sais pas si c'était des bonnes idées sur le papier, mais en tout cas, il y avait ces options-là qui n'ont jamais abouti. Et il y a la question également de Jean-Charles Naouri, le fondateur de ce groupe, en tout cas, qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui, qui reste l'actionnaire de contrôle majoritaire de ce groupe Casino. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même une majorité qu'il a du mal à envisager d'abandonner. C'est très difficile. Jusqu'à présent, en tout cas. Il ne peut pas, parce qu'en fait, quand on regarde la holding il y a plusieurs holdings, mais la holding qui est juste au-dessus de Casino, en l'occurrence Rallye, avant même qu'elle se déclare... Elle a été mise en protection avant même qu'elle se déclare en protection, ça. Elle était déjà, si on prenait la valeur de Casino moins les dettes de Rallye, on avait un actif net qui était franchement négatif, de l'ordre de moins 5, moins 10, moins 15 euros par action Rallye. Et pourtant, elle restait encore une valeur légèrement positive. La raison, c'est parce que la dette elle-même ne cotait plus à 100% de sa valeur, mais beaucoup moins, et qu'il y a toujours une valeur d'option. Mais aujourd'hui, avec les différents scénarios qui sont envisagés, on ne voit pas comment Rallye pourrait revenir à une valeur positive. Donc si son objectif, c'est que Casino ne meure pas, de telle sorte que peut-être un jour on puisse avoir une valeur positive dans Rallye et faire en sorte que toute la cascade de holding au-dessus ne s'effondre pas. C'est un vrai problème pour lui, il n'a pas le choix, c'est pour ça qu'il s'accroche coûte que coûte, je dirais. Pas le choix, parce que évidemment il y a un niveau d'endettement qui est intenable à court, moyen terme. Vous êtes spécialiste des marchés obligataires, du crédit, François. Casino, c'est évidemment un dossier crédit que toute la place connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau effectivement de tension qu'on a aujourd'hui sur une dette comme celle de Casino? Il est très important. Donc la dette de Casino, c'est à peu près 4,5 milliards d'euros. Il y a 1,5 milliard qui vont arriver à échéance assez rapidement, en début d'année prochaine, avec différents types de seniorité, donc des obligations qui sont sécurisées par les actifs, dont les porteurs sont prioritaires en cas de faillite pour récupérer des actifs, ce qu'on appelle des obligations secured, des obligations seniors, non secured, qui sont le rang de subordination dessous, et puis enfin on a des obligations hybrides qui sont de la quasi-action, mais qui sont
théoriquement, à l'exception de Crédit Suisse, on va dire, prioritaire sur les actions. Sur les actionnaires. C'est pour 100 euros investis, aujourd'hui, les actions, alors Secured, Les obligations. Les obligations Secured, pardon, sont encore à 90%, sur des échéances à un peu moins d'un an. Ouais. Mais ça veut dire qu'on est quand même sur des niveaux de rendement aux alentours de 15% là-dessus. Les obligations senior non secure traitent autour de 25%, et les obligations hybrides autour de 8%. D'accord. Donc ça veut Donc dire... le marché a déjà fait le write-off, quoi. Voilà. En gros sur le marché obligataire, on est sur des niveaux qui sont distress, et effectivement le marché ne croit pas à la recovery de Casino. Ouais. Malgré le plan de marche qui a été élaboré, alors dans l'urgence, dans la douleur, la protection des holdings et de Rallye notamment, le programme de cession qui était quand même une garantie ou un gage que Jean-Charles Naouri voulait apporter au marché, tout ça n'aura pas suffi. Il y a deux options sur la table, un SPAC ou finalement une proposition qui implique un write-off sur la dette. Donc de toute façon, ça paraît assez illusoire de penser qu'on puisse revenir à bien meilleure fortune sur la dette, sur la dette Rallye bien sûr, mais Casino également. Alain, sur ce dossier Casino, encore une fois, c'est une situation spéciale parisienne que tout le monde connaît et a suivi ces dernières années. Je trouve que c'est intéressant ce qui se passe sur Casino pour illustrer plusieurs choses qui se passent en ce moment. La première chose, Casino, moi j'ai commencé le ESG, c'était un cas qu'on nous montrait tout de suite. Il y a un sujet de gouvernance, et quand on nous montre une boîte bien gouvernée et une boîte où il y a des caractéristiques de gouvernance qui sont contestables, c'était un modèle quand même. Donc ce point est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fin, la gouvernance, ça coûte très cher quand c'est pas dans les canons de ce que souhaitent les analystes et les investisseurs. Bon, ça c'est la première chose, ça c'est pas une nouveauté. Deuxième chose, après, c'est je trouve que ça illustre bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la hausse des taux, il y a eu un peu moins de liquidité dans le marché, et puis on commence à voir des dossiers comme ça qui arrivent. Alors on a eu SVB, on a eu la boîte américaine... Bed Bath & Beyond. Oui, ça a été une star des années QI, moi je m'en souviens très bien. Toute la période 2008-2015, c'était une des vedettes du marché américain, Bed Bath & Beyond. Et donc ça, c'est aussi... il y a pas mal de réflexions, j'imagine, qui doivent être enclenchées un peu à droite à gauche sur qu'est-ce qu'on fait de ce genre de boîte. Est-ce qu'on les laisse couler comme aux États-Unis? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les refinance? Et il se trouve qu'il y a quand même encore des investisseurs qui sont prêts à prendre un pari sur ce genre de dossier quand même, parce qu'ils mettent quand même de l'argent. Ketinsky met 1 milliard, les autres mettent 500. Après, il va y avoir des abandons de dettes, etc. Enfin, ça illustre quand même que la crise n'est pas totale non plus. On n'est pas en train de laisser couler les boîtes. Alors bon, Beyond, c'est autre chose, mais en France, il y a quand même des acteurs qui sont intéressés. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Autre point intéressant, je ne suis pas un spécialiste de la distribution comme peut l'être, excusez-moi, j'ai pas de... Alain. Donc, Facile à retenir. C'est bien, il y a beaucoup d'Alain, c'est très bien. Comme le disait Alain tout à l'heure, la distribution, ça illustre aussi qu'en centre-ville, la distribution en France c'est extrêmement concurrentiel et c'est très difficile. Les niveaux de marge ne sont pas très élevés. On a entendu pendant un moment que les distributeurs se gavaient un petit peu avec avec l'inflation, pouvaient avoir refait un peu de marge. Bon, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même pas, c'est pas un business facile du tout. Il y a encore beaucoup d'acteurs en France, donc c'est aussi un sujet d'activité. Ils ont sans doute pas perdu en marge quand même pendant ces derniers mois ou ces derniers trimestres. Les distributeurs. Mais ils ont pas regagné énormément non plus. Enfin, ça reste quand même des marges qui c'est tellement faible que quand vous regardez les marges de Carrefour, c'est du 2%. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à tout un tas de business. Et malgré un petit peu l'engouement qu'il y a eu un petit peu autour de cette idée que les entreprises avaient refait un peu de marge, elles l'ont pas refait tant que ça non plus, parce qu'il y a quand même encore des grandes difficultés. Donc voilà, je trouve que c'est assez illustratif de ce qui se passe en ce moment. C'est assez emblématique de la période. Oui, tout à fait. Et ça fait réfléchir sur la suite quand même. C'est-à-dire que donc on parlait des activités macro qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent. La hausse des taux et des discours sur la liquidité qui seront peut-être moins expansionnistes qu'ils ont pu l'être, ça fait poser question. Même chose quand on évoquait
les niveaux de dette, il y a quand même pas mal de dossiers qu'il faut peut-être regarder avec un autre œil aujourd'hui, parce que quand on arrive avec des niveaux de distress comme était Casino, et malgré tous les artifices qu'on a pu essayer de trouver pour essayer de trouver une solution. On arrive au bout, quoi. Ah oui, on arrive un peu au bout. Et quand les taux remontent et qu'il y a un peu moins de liquidité, on s'aperçoit assez rapidement de la fragilité de pas mal de dossiers. Donc ça peut être une période assez difficile, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire justement, François, globalement là, du niveau de stress qu'on trouve dans le marché de crédit? Alors, Casino est peut-être un emblème un peu exacerbé, parce que c'est une situation spéciale qui n'est pas née avec la hausse des taux de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne. Mais évidemment, on s'interroge sur ce niveau de stress qu'on peut avoir sur des émetteurs spécifiques. Si stress il y a, ça reste localisé sur des noms qu'on connaît et avec lesquels on comprend qu'il y a du stress, ou est-ce qu'on commence à avoir des choses un peu plus générales? Non, ça reste localisé. Ça reste localisé à certains secteurs, à certaines signatures ou à certains niveaux de qualité de signature. Mais il n'y a pas de stress sur le marché du high yield dans son ensemble. Et on est finalement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la prochaine récession. Le marché du high yield va évoluer avec le marché action, et là-dessus il y a peu de signaux à prendre. Le marché du high yield est pas très inquiet de l'avenir de cette récession possible de manière assez étonnante finalement. Oui. Et comment on explique cet étonnement? Enfin, ça veut dire, on n'attend pas de défaut massif, de remontée massive des taux de défaut. Il n'y a pas d'enjeu financier immédiat pour les entreprises à ce stade? Non, c'est vrai que le refinancement aura lieu principalement en 2025. C'est vrai qu'il y a une corrélation très importante avec le marché action qui tient bien. Le marché action, on peut parler de sa volatilité. C'est vrai qu'il est très différente du marché obligataire aujourd'hui. La volatilité obligataire est très haute. La volatilité action est faible. Les actions sont censées, sur longue période, vous protéger contre l'inflation. C'est vrai que quand on regarde la volatilité sur le marché obligataire, elle vient principalement de la composante inflation. Et cette composante inflation, vous ne l'avez pas avec les actions. Théoriquement, les profits sont censés augmenter avec l'inflation. En tout cas, le chiffre d'affaires est censé augmenter avec l'inflation. Et donc, la corrélation que vous avez entre le marché high yield et le marché action immunise, peut-être à tort, le marché high yield de ces craintes de récession. Alors que oui, c'est vrai que sur les actions, on pourrait bénéficier de cette hausse de l'inflation, en tout cas ne pas la subir, alors que sur la dette, par définition, on doit la subir de manière un peu plus frontale. Ouais. Alain, je vous ai coupé dans votre élan, mais oui, revenons sur la. Le premier, c'était sur la gouvernance. Ce serait ce qu'on pourrait objectivement reprocher, même s'il y a des problèmes historiques, c'est que depuis au moins 4-5 ans, le dirigeant, en fait, exploite la société pour essayer de faire remonter du cash vers la holding et ne travaille pas. Il a une contrainte personnelle. Voilà, on sent que les préoccupations de la holding de contrôle ne sont pas forcément dans l'intérêt des minoritaires. Et ça interdit de gérer de la manière optimale les opérations du business. Il y a une contrainte qui est telle, un peu comme des fonds, une société qui est sous LBO cruciale. Les contraintes de cash mènent à faire des politiques de trop peut-être court-termistes sur les prix, enfin qui endommagent à mon avis la valeur de long terme de l'actif. La deuxième chose, c'est que tu disais qu'ils avaient refusé des offres, etc. Il faut bien comprendre que dans le retail, le problème, c'est qu'il y a des antitrusts qui sont très forts. On l'a même vu, même quand Carrefour, il y a une proposition de rachat par quelqu'un qui n'est absolument pas un concurrent, un Canadien. Il y a eu des Couche-Tard, bien sûr. Étonnamment, mais c'est très compliqué de vendre en fait un réseau comme Casino à un concurrent parce qu'il y a de l'antitrust partout, notamment à Paris. Donc les prix payés, en fait, si on fait net de tout ce qu'il faut recéder derrière, alors que on est dans un environnement où, à l'époque de la loi Galland, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20-30 ans, les surfaces avaient une valeur extraordinaire parce qu'elles étaient rares et qu'il y avait un emplacement. Aujourd'hui, les chiffres d'affaires sont en déclin, les surfaces, il y en a presque trop. Donc la valeur d'opportunité d'un emplacement a complètement chuté. C'est un peu comme pour les pharmacies d'ailleurs, mais bon. Et du coup, les opérations de M&A sont beaucoup plus complexes. À la limite, ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fait, ils essayent de franchiser les hypermarchés qui marchent le moins bien. Carrefour le fait aussi. Ils vendent 2 petits magasins par-ci, 3 magasins par-là. Ça, ils l'ont fait largement. Mais ça atteint ses limites et c'est pas ça qui résout globalement le problème. Et là, une opération sur Casino, puis je mets ça aussi en parallèle de la chute de Bed Bath & Beyond. Enfin, si des acteurs disparaissent ou voient leur taille en termes d'intensité concurrentielle, ça amène pas beaucoup plus d'intensité concurrentielle dans le secteur, j'imagine, Alain. Tout dépend comment on définit le marché. Par exemple, à un moment, le marché avait frétillé parce qu'ils avaient fait un accord avec Amazon
sur la partie Oui, alimentaire. bien Et sûr, certains s'est dit bien que sûr. peut-être Amazon ayant racheté une chaîne un petit peu haut de gamme Ouais. aux États-Unis, que peut-être Amazon pourrait racheter Monoprix parce que ça serait une sorte de vecteur de showroom de centre-ville, Ouais. etc. Bon, ça reste possible, mais c'est Ouais, une idée non. qui prospère un peu moins en ce moment. Ouais. Et donc, oui, globalement, on ne se bouscule plus pour tous ces actifs-là, en fait. C'est ça le Mm. problème. Alors, c'est rajouté le Covid avec le fait que le centre-ville a peut-être perdu un peu de son attractivité Bah ouais. aussi. C'est ça aussi. Et les habitants qui sont Ouais. plus là. Et les gens, et aussi, il y a beaucoup de clientèle de bureaux dans les Monoprix. À l'heure du déjeuner, il y a moins de gens à Paris. Enfin, tout ça sont des facteurs qui n'ont pas aidé non plus. Oui, c'est Alors ça que je disais. Je pensais à ça dans les emblématiques. C'est vrai que la problématique du commerce en centre-ville a pris un coup quand même. Et en France en particulier, avec tous les mouvements qu'il y a eu depuis 2-3 ans, ça n'a quand même pas aidé non plus au développement de ces activités, quoi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier Casino. Le titre Enfin, Casino, mais je ne sais pas si c'est le sujet d'ailleurs, parce que c'est tellement Oui. la dette qui fait le marché sur Casino. Bon, le Et puis il y a titre des a shorts pas, aussi qui se rachètent aussi, peut-être un petit peu. Je ne crois pas que le Même titre pas. a beaucoup monté, Non. Casino. hein. Non. Il a monté puis baissé. Oui, voilà, c'est ça. Un peu. C'était à plus de ce matin, mais je crois qu'il termine en négatif ce soir. Sur le plan macroéconomique, encore une fois, la séquence des 10 prochains jours va être intense et nous amener jusqu'aux décisions de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. François, entre-temps, on aura eu des chiffres de croissance trimestrielle en Europe. L'économiste zone euro d'AXA, à midi et demi, dans l'émission, nous disait on sera au-dessus de 0,5, croissance trimestrielle en zone euro, avec pourquoi pas une croissance qui pourrait, à l'extrême, aller jusqu'à 0,7%. Mais trimestre sur trimestre, non annualisé. Il faut se préparer à un sacré bon chiffre de croissance quand même en zone euro pour le premier trimestre, François. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de bonnes surprises au Ah ouais premier trimestre, avec la baisse des prix du gaz, avec la réouverture de l'économie chinoise, avec des politiques budgétaires qui sont expansionnistes encore en zone euro. Donc finalement, il y a assez peu d'inquiétudes. Cette année, on craignait cette récession, et puis en zone euro, oui, on devrait rester autour du potentiel. Alors c'est vrai que le premier trimestre fera suite à un quatrième trimestre qui était négatif, donc voyons les choses avec un petit peu de recul, mais en gros, on s'attend à une croissance européenne qui devrait rester proche de son potentiel sur l'année 2023. C'est du côté des États-Unis qu'il faudra chercher les premiers signes de ralentissement, parce qu'on a une Fed qui a été plus agressive, parce que le gouvernement américain est moins en support de l'économie. On a également ces problèmes du secteur bancaire qui font que la distribution de crédit est plus compliquée aujourd'hui aux États-Unis. Donc oui, on s'attend à un ralentissement de l'activité aux US, mais ce sera sans doute en deuxième partie d'année. Ça va mettre du temps. Là aussi, c'est pas pour tout de suite. Non, encore. Il y a un décalage qui est quand même très important entre le temps des marchés et le temps de l'économie. Le temps des marchés, c'est quelques heures. Le temps de l'économie, c'est quelques mois. Et oui, on va vers un ralentissement, mais ça met plusieurs mois, voire plusieurs trimestres à se matérialiser. L'impact entre les premières hausses de taux de la Fed et puis l'économie, SVB a mis du temps. Ouais. Et SVB, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura d'autres problèmes bancaires, mais les répercussions de cette hausse de taux sur certains secteurs aux États-Unis, notamment l'immobilier, n'ont pas fini de se faire ressentir. Donc on a encore quelques trimestres devant nous à voir ce ralentissement. Et ça veut dire qu'on se prépare tous à ce que la Fed délivre 25 points de base la semaine prochaine, ainsi que la Banque Centrale Européenne, mais ce seront 2 hausses de taux de 25 points de base qui ne seront pas les mêmes, d'une certaine manière. Non, a priori, c'est la dernière pour la Fed. Elle va pouvoir le dire ou pas que c'est la dernière? Ou elle a plutôt intérêt à pas trop le dire? Je pense qu'elle peut le dire. Je pense qu'elle peut le dire que elle imagine que c'est la dernière, qu'elle se tient prête si les pressions inflationnistes repartent à la hausse, à pouvoir réenclencher un cycle de hausse de taux, mais que a priori on est à la fin du cycle de hausse de taux, qu'il faudra néanmoins, elle va essayer de lutter contre les anticipations de baisse de taux pour cette année, donc dire qu'il faudra aussi qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule sous les ponts avant qu'elle réenclenche son cycle de baisse un cycle de baisse de taux, mais un petit peu à l'image de ce qu'a fait la Banque du Canada, je pense qu'elle peut annoncer que
on est proche du point haut. En zone euro, attention, le 50 BP est toujours pas forcément exclu. Non. On aura des chiffres d'inflation en fin de semaine qui vont être cruciaux. Et si on a une surprise haussière encore sur l'inflation en zone euro, il est tout à fait possible que la BCE nous fasse encore 50 points de base la semaine prochaine. Ce que pourrait faire la Fed, Alain, c'est effectivement dire qu'elle va arrêter de monter ses taux, mais qu'elle va quand même être active sur son bilan. C'est-à-dire qu'en fait, continuer à le remettre dans une tendance qui était ce qui était depuis quelques mois. Et ce qui revient quand même quelque part à des petites hausses des taux quand même. C'est-à-dire que ça permet de calmer un peu. C'est-à-dire qu'on dit qu'on arrête de monter les taux. Bon. Ça a un peu d'optimisme de ce côté-là, mais en même temps calmer les liquidités parce que c'est quand même un sujet. Même après ce qui s'est passé au mois de mars, ils peuvent être en situation dès la semaine prochaine de dire. Il recommence à baisser. Le bilan a déjà retracé pas mal, bien sûr. Enfin, c'est moins 600 plus 300, moins 100, quoi. Oui. Des choses comme ça. Oui, donc, c'est chaotique. Oui, mais enfin, je pense qu'ils vont continuer cette tendance. Alors peut-être ils vont le dire ou pas le dire, j'en sais rien. Mais enfin, ce serait possible que ce soit dans le discours, c'est-à-dire de dire voilà, on arrête de monter les taux, ce qui est un peu un message un peu dovish, quoi, en fait, et en même temps dire que on va réduire la liquidité encore un petit peu sur le marché, quoi. Voilà. Mais je pense que ça a été signalé juste à la fin, là, c'est le sujet immobilier est plus préoccupant aux États-Unis qu'en zone euro quand même. Donc je pense que c'est un vrai sujet quand même. Donc alors pour les raisons qu'on connaît, il y a moins de crédit parce que les petites banques qui ont été sous pression et qui sont toujours sous pression parce qu'elles-mêmes perdent de la liquidité, hein, c'est-à-dire que on voit les sorties massives qu'il y a du système bancaire américain quand même. Je me demande bien où va l'argent d'ailleurs, mais sur le monétaire. Ouais, mais même ils collectent plus là, ils collectent plus trop là. Enfin, c'est pas à l'échelle quoi de ce qu'ils ont perdu d'un autre côté. Donc malgré tout, il y a moins de cash qui va qui peut permettre d'acheter des maisons, de construire des maisons. Donc ça ralentit aussi un petit peu, même si les prix baissent pas encore. Donc c'est à surveiller ce côté, le côté immobilier aux États-Unis quand même. Bon, les prochaines décisions la semaine prochaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus de banquiers centraux s'expriment sur, alors non plus la spirale prix-salaire, mais la spirale prix-profit, qui commence à être quand même bien documentée et constatée par tout le monde. Ça nous amène peut-être aussi à dire un mot de ce qu'on attend, alors en termes de résultats pour le premier trimestre, mais sur les perspectives. Est-ce que les entreprises ont encore la capacité à augmenter leurs marges ou au moins à tenir les niveaux de marge qui ont été atteints pendant quelques temps? Alors, ça dépend un peu des secteurs. Ouais. En tout cas, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que le marché a bien acheté l'idée que l'économie allait ralentir, donc que en ce qui concerne les taux d'intérêt, on était proche des plus hauts. De quel marché vous parlez? Le CAC à 7575 points ou Oui, alors le CAC, avec son mix luxe, n'en parlons pas, mais même en général. Mais disons que les marchés financiers anticipent a priori un ralentissement de l'économie, plus fort aux États-Unis qu'en Europe, et tout le monde a l'air d'attendre qu'on soit très proche des dernières hausses de taux aux États-Unis, mais même aussi en Europe. Donc on est plutôt dans un mode, ça ralentit, et les taux vont baisser, les taux longs vont se tasser, les taux courts, probablement en fin d'année... certains espèrent dès l'été pour la Fed et pour la BCE, peut-être début 2024. Donc on est déjà dans un mode ralentissement / baisse de taux. Donc ça aide les marchés. Et puis en même temps, ce fameux ralentissement, comme on vient de le dire, le premier trimestre, il n'était pas encore... L'activité spot, elle est encore assez bonne. Et là, on voit des indicateurs économiques où, si on raisonne en fondamental, quand on regarde la hausse des taux, la baisse des distributions de crédit, l'immobilier, etc., on sent bien qu'au deuxième semestre, ça va être très compliqué dans ce genre de secteur. Et en même temps, on voit que sur d'autres, que pour l'instant, au mois le mois, les choses vont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les chiffres d'inflation, notamment en Europe, restent un peu trop haut pour selon ce qu'on souhaiterait. Donc, on a un mix entre un court terme qui est finalement encore assez bon et un moyen terme où tout le monde est convaincu que ça va être moins bon. Donc, le problème, c'est que du côté des entreprises, on attendrait normalement des baisses de résultats ou un ajustement du tir. Les résultats du premier trimestre, il n'y a pas encore beaucoup de résultats, mais pour l'instant, ils sont encore tout à fait corrects. Les perspectives, on les sent plus prudents, mais pour l'instant, il n'y a pas de méga warning parce qu'ils ne savent pas trop. Ils se doutent bien que ça va ralentir, mais pour l'instant, ils maintiennent souvent leurs objectifs annuels parce qu'ils n'ont rien vu venir, finalement. Donc, tout le paradoxe, il est là. Donc, je n'attends pas tellement du côté publication des nouvelles trop alarmistes parce que, comme ça a été dit, l'activité à l'instant reste dynamique, fonctionne à peu près. Dans les services, c'est même... Maintenant, ça peut commencer à ralentir dans les prochains mois. Et il ne faudrait pas que le marché se soit un petit peu trop envolé. Parce que là, les déceptions sur les résultats, que normalement tout le monde attend, mais qu'on ne voit pas venir, il pourrait y avoir un petit hiatus à ce moment-là.
À quelle vitesse est-ce que le ralentissement qu'on peut attendre peut-être de la demande dans les prochains mois, à quelle vitesse est-ce que ça peut se transmettre dans les marges des entreprises? C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire, on a l'impression que la BCE est un peu soumise à la stratégie prix des entreprises de ce point de vue-là. Est-ce que ça peut aller vite? Emmanuel Macron, par exemple, s'engage sur une diminution des pressions inflationnistes dans l'alimentaire à la fin de l'été. Là aussi, c'est une échéance qu'on n'a fait que reporter un petit peu dans le temps en permanence. François, au-delà de l'aspect politique, économiquement parlant, ça semble être une idée raisonnable de se dire qu'il faudra attendre encore jusqu'à la fin de l'été pour voir une vraie diminution peut-être de ces pressions inflationnistes sur l'alimentaire, qui sont un point majeur aujourd'hui de l'inflation zone euro. Oui, bien sûr. On a des effets de base qui sont très importants. C'est vrai que quand on regarde les glissements annuels, a priori, il y a fort à parier que l'inflation va rester élevée jusqu'au début de l'été. Donc aux alentours de 7% en zone euro, de 6% pour la France, et diminuer. Les effets de base sont un peu plus importants pour la zone euro, pour l'inflation européenne, qui avait plus monté que l'inflation française l'année dernière. Et donc ce qui veut dire que l'inflation puisqu'elle se rapporte à son niveau de l'année dernière, va rebaisser de manière plus importante en zone euro qu'en France. Ce à quoi on s'attend, c'est de voir une inflation qui atterrisse au mois de septembre aux alentours de 4,5% en zone euro et 5% en France. Donc ça veut dire qu'on devrait voir a priori une petite décélération quand même de cette inflation. Peut-être qu'effectivement, on aura encore une surprise liée à l'OPEP, liée à El Niño, liée à je sais quelle nouvelle mauvaise surprise, mais finalement, le gouvernement blâmera des facteurs extérieurs. Voilà. Mais sans ces facteurs extérieurs, l'inflation devrait, en glissement annuel, baisser à la fin de l'été. Ouais. Et cette situation, ça maintient un risque à la hausse sur le taux terminal de la BCE encore. Vous disiez la Fed est au bout, presque au bout. Est-ce qu'elle le dira la semaine prochaine ou pas? On verra la communication. Pour la BCE, il y a encore du chemin à parcourir. Dans quelle mesure? Jusqu'où le décalage dans la séquence entre la Fed et la BCE peut nous amener? Et en termes de marché, qu'est-ce que ça peut donner sur des actifs clés un peu, que ce soit les taux, l'échange? Alors, le marché parie aujourd'hui sur 3,75 comme taux terminal de la BCE. On est à 3, donc ça veut dire soit 50 puis 25, soit 3 fois 25 en mai, juin, juillet. On a vu ces derniers jours des négociations salariales qui ne s'orientent pas forcément dans le bon sens, notamment pour le secteur public en Allemagne. On aurait aux alentours de 11% de hausse de salaire comprise entre 2023 et 2024. Ce n'est pas forcément de nature à rassurer la BCE sur cette boucle prix-salaire qui est en train de s'enclencher. Les salaires sont très en retard par rapport à l'inflation. Ça fait 2 ans qu'on a une inflation très élevée, donc le pouvoir d'achat a diminué. Et étant donné que le marché du travail est excessivement tendu, les salariés sont en situation de force pour négocier aujourd'hui. Donc oui, on s'attend à avoir des salaires qui vont s'afficher encore en hausse au cours de cette année, ce qui devrait empêcher finalement l'inflation de redescendre beaucoup plus, de se rapprocher de l'objectif de la BCE. Et donc ça, c'est de nature à pousser les membres les plus hauts quiches de la BCE à aller plutôt vers 4% que vers 3,50. Donc pour nous, ça veut dire que l'euro-dollar n'a pas fini de monter? Ça veut dire que les taux longs européens ne sont pas encore stabilisés? Ça veut dire effectivement, si vous pouvez acheter, si vous avez votre cash qui est rémunéré à 3,75 ou à 4%, est-ce que ça fait vraiment du sens d'acheter une obligation à 10 ans allemande à 2,50 ? Je ne suis pas certain, d'autant plus quand on voit la volatilité de cette obligation allemande. Et effectivement, sur l'euro-dollar, oui, il y a peut-être de la place pour qu'on aille revisiter des niveaux proches de 1,15 si la Fed s'arrête et que la BCE a encore entre 75 et 100 points de base à monter. Alain ? Moi, j'ai 2 remarques. La première sur l'attitude des entreprises qui ont augmenté leurs prix. Oui. En fait, habituellement, quand il y a une période de tension, de crise, quelle qu'elle soit, les entreprises nous ont habitués à être capables de réduire très rapidement la voilure, de réduire leurs coûts. Et je me demande si elles ne sont pas arrivées au bout de l'exercice. Enfin, je ne parle pas des techs qui peuvent encore un peu licencier quelques personnes. Mais le gros business, moi, je pense qu'ils sont coincés. Je pense qu'ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Et je pense que c'est un peu... ils ont saisi l'occasion
Et je dirais que quelque part, ça les a vraiment bien arrangé cette situation où ils ont pu augmenter les prix. Tous, on avait l'idée du pricing power qui était vraiment le truc discriminant. En réalité, tout le monde a monté ses prix. Oui, c'est pas juste le luxe. C'est ça. Non, c'est généralisé à l'ensemble des secteurs et des industries. Et donc ça, et je pense que pour beaucoup d'entreprises, taper sur les coûts aujourd'hui, ça devient très difficile parce que le plus simple, c'est diminuer la masse salariale. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, le lendemain, vous ne pouvez plus bosser. Donc, il y a quand même une grosse difficulté. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, le deuxième élément très perturbateur, alors on va voir si c'est juste une hirondelle qui fait le printemps ou autre chose. Je pense que dans les secteurs très concurrentiels, ceux qui ont une capacité de faire des augmentations de capital simplement, parce qu'il y a du capital aux États-Unis, par exemple, la guerre des prix, elle peut commencer. C'est-à-dire qu'ils vont sacrifier leur marge pendant 2 ans, peut-être. Tesla va peut-être sacrifier ses marges pendant 2 ans pour rincer tout le monde. Rincer tout le monde, parce que ça va faire très très mal quand même. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là est extrêmement perturbateur pour le secteur automobile européen. On voit la résistance d'ailleurs des groupes européens. Renault, pour l'instant, c'est non, on ne suivra pas, on n'y va pas. Bien sûr, Non, mais ils disent ça aujourd'hui, évidemment, qu'on verra demain. Mais c'est ça le bras de fer. Quand vous commencez le bras de fer, vous commencez en disant je vais gagner. Je vais gagner, mais montrer vos muscles et tout. Mais je trouve que dans les mois qui viennent, sur les secteurs un peu concurrentiels où on peut faire quelque chose sur les prix, c'est quand même incroyable cette histoire. C'est passé un peu comme ça, dans le bordel qu'il y a sur les marchés. Bon, mais en fait, c'est quand même extrêmement violent et c'est un truc. 25% de baisse depuis le début de l'année pour le prix des Tesla. Oui, c'est ça. Donc ça change la donne. En plus, on voit arriver sur ce segment-là la concurrence asiatique avec des voitures. C'est ça qui a fait peur aussi. Oui, ça fait. On est attaqué des deux côtés quand même. 10 000 € la citadine électrique de BYD. Voilà, pour des valeurs des voitures européennes qui sont plutôt à 25 000, quoi. Donc, et qui n'ont pas forcément des critères particulièrement meilleurs. Bon, il n'y aura jamais une voiture chinoise chez moi, mais je ne suis pas le seul acheteur. Vous n'êtes pas le seul sur le marché français. Alain, c'est ça, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais même en mettant les taxes carbone, etc. Enfin, je veux dire, 10 000, c'est ça qu'on veut les faire. Donc, il y a des... Ouais, c'est ce qui se passe en ce moment. Et, c'est fascinant quand même. L'économie... Mais vous avez plutôt confiance dans l'idée que le jeu de la concurrence va très vite ramener, dans certains secteurs en tout cas, les prix à quelque chose de plus raisonnable par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois, trimestres. Les endroits où il y a possibilité de le faire, je pense que ça va être fait. Et si vous regardez, moi j'avais en tête, alors c'est pas d'hier, mais Tesla avait fait une augmentation de capital de 5 milliards. Ils en ont fait 2 à la suite de 5 milliards. En quelques minutes, qui n'avaient pas bougé le cours de bourse. 5 milliards, c'était la capi de Renault à ce moment-là. Donc c'est juste pas possible pour eux de faire ça. Donc, le patron de Volkswagen disait ils viennent de lever 5 milliards, c'est ce qu'on met une année à générer en matière de cash flow. Donc c'est quand même je pense que les secteurs, et en particulier l'industrie, tous ces endroits où on peut aller assez rapidement aux clients, ça fait réfléchir, quoi. Bon, qu'est-ce que quand on réfléchit en matière d'investissement, du coup, tour de table, Alain Pitous, à ce stade, quel type de risque on a envie d'être exposé, l'équilibre qu'on a envie d'avoir dans un portefeuille. Moi je me dis l'inflation va effectivement ralentir avec des prix qui vont rester élevés, comme globalement. Ça, c'est la première période. Deuxième période, des tensions encore entre de l'excès de liquidité, des goulets d'étranglement, donc une volatilité sur les prix. Et puis, si on regarde à plus long terme, une grosse tension entre la demande d'investissement autour de la transition énergétique et puis la démographie qui baisse. Donc, on est quand même dans un endroit où l'inflation est quand même un sujet. Donc, moi, assez simplement, quand il y a de l'inflation, je fais court sur les obligues. Je ne vais pas m'amuser à faire très très long. Dès que ça monte un petit peu, je rallonge un petit peu pour aller échapper le 3 ans. Puis si les taux continuent à monter, du 4 ans, comme ça. Bon. Et puis sur la partie action, des entreprises très internationales qui font de la croissance, parce qu'il ne faut pas être loqué sur un pays ou sur une zone, c'est quand même très dangereux. Et avec de la croissance visible, des entreprises bien gérées, et puis éviter les risques qui sont assez évidents, parce que aujourd'hui, quand on voit l'inflation, les dégâts que ça fait dans les pays émergents, c'était une des questions que vous posiez pour nous appâter, nous faire réfléchir. Pour nous faire réfléchir. Moi, pendant un moment, je me disais, ça va peut-être être le moment. Est-ce que les émergents sont une bonne source de diversification? Je me souvenais plus de la question. Mais c'est encore trop dangereux, quoi. Voilà. Et puis après, les actifs réels, quoi. Un petit peu d'actifs réels, un peu d'or, un peu de forêt, et puis pour protéger sa devise contre l'inflation, un peu de francs suisses, quoi. Voilà. C'est bien, ça offre un panel quand même d'alternatives aujourd'hui.
Alain, sur une stratégie action notamment, là, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur les obligations, on est plutôt investment grade que high yield, parce qu'on pense que le high yield n'est pas très différencié par rapport aux actions. Donc si ça chauffe, on préfère acheter les obligations avec du rendement. Et puis sur les actions, eh bien, on reste quand même investi, parce qu'il faut rappeler que les multiples de valorisation ne sont pas très élevés. En Europe, on a 13 fois les résultats 2023, aux États-Unis 18, 19. Ça peut un peu plus se discuter, mais on a des sociétés de croissance qui, à mon avis, le resteront. Et puis en termes de mix, oui, on fait quand même un petit peu attention aux entreprises cycliques, celles où une demande B2B pourrait amener à des baisses de prix un peu radicales. Attention aussi à l'automobile, parce que l'année dernière, il y avait les prix, ce n'était pas un problème, il y a un problème de volume. Maintenant, les volumes sont là, mais quels seront les prix? Et puis, quelque part, quand même, toujours un attachement aux valeurs dites de croissance, ou en tout cas visibles, celles qui ont beaucoup souffert l'année dernière de la hausse des taux, mais qui actuellement seront capables d'avoir du pricing power et résisteront dans le ralentissement. François, pour terminer avec vous, dans le monde obligataire, avec toujours cette question de quelle duration on a envie d'avoir là aujourd'hui? Alors nous, sur l'obligataire, on préfère toujours ce qui va être actif réel, donc ça va être des obligations indexées à l'inflation, des obligations et des devises émergentes, dont on est toujours acheteur, parce qu'on a des fondamentaux qui sont souvent meilleurs que ce qu'on peut avoir dans les pays développés. Et puis sur les marchés actions, c'est vrai que le rallye a été important. Les small et mid cap sont très en retard, et donc pour ceux qui ont raté le rallye, il y a toujours cette possibilité d'accrocher le dernier wagon des small et des mid qui pourraient mieux tirer. Il y a un risk-reward intéressant pour quelqu'un qui aujourd'hui voudrait s'exposer au marché action en ayant raté les 6 mois qui viennent. Oui, d'autant plus qu'on est souvent tourné vers l'Europe et qu'on l'a vu, la croissance européenne semble mieux tenir que la croissance américaine pour cette année. Donc c'est sans doute des meilleures perspectives à venir pour les small et mid que pour les large cap. On le verra vendredi, la croissance européenne. J'espère que ce ne sera pas le chant du cygne. Et ce sera un chiffre du passé, certes, mais quand même, on pourra se satisfaire d'un bon trimestre de croissance en zone euro pour ce début d'année 2023. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Alain Dubrul, Claresco, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et François Collet, directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Pas de quart d'heure américain exceptionnellement ce lundi. Nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, après-demain, mercredi à 17h45. L'occasion de voir ou de revoir donc notre rendez-vous de vendredi avec le Café de la Bourse et Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui dressait pour nous quelques idées de placement potentiellement rentables pour 2023. Le gros changement, évidemment, c'est l'inflation. Bon, ça a quand même commencé en 2022, mais voilà, ça se poursuit en 2023. On a une inflation très forte. On est encore à 6,2 en mars, donc on va bientôt avoir les chiffres d'avril, mais ça reste quand même assez élevé. Bon, après, il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui explosent, ils sont à 10, mais bon, voilà. Donc c'est quand même toujours élevé chez nous. Donc ensuite, évidemment, on a la réponse des banques centrales, on a la hausse des taux directeurs. Alors ça aussi, il faut le prendre en compte dans ces placements. C'est quand même quelque chose qui change beaucoup de choses. Enfin, le fonds euro a remonté, c'était pas arrivé depuis 20 ans. Et beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu les taux directeurs remonter comme ça. Donc il faut aussi le prendre en compte. Et puis il y a aussi le marché immobilier qui a tendance à se tasser, même l'ancien qui peut régresser un peu. Le neuf, lui, est carrément à l'arrêt. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de choses très différentes, nouvelles ces derniers mois. Donc un changement de paradigme s'impose. Dans ce contexte, on se dit alors maintenant, en 2023, sur quel placement est-ce qu'on peut aller? C'est avec, évidemment, alors tous les disclaimers habituels, votre profil de risque, c'est une réflexion que vous devez mener, les objectifs patrimoniaux que vous fixez, etc. Si on essaye de respecter un peu l'idée d'une échelle de risque, peut-être, Clémence, du placement qui paraît le plus sécure à un placement qui serait le plus risqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors en premier, on a les livrets. Là, vous allez me dire tout de suite oui, mais non, parce qu'en fait, avec l'inflation, oui, c'est négatif. Oui, mais bon. Il faut quand même rappeler que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, il y a quand même des milliards qui dorment sur les comptes courants. Ce n'est pas du tout une bonne solution quand l'inflation est faible. A fortiori, quand elle est à 6%, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que votre épargne de précaution et tout ce que vous voulez financer à court terme, ça doit se mettre sur un livret A. Si vous voulez financer vos grandes vacances dans 4 mois et vous mettez des sous de côté, vous ne les gardez pas sur votre compte courant, vous les mettez sur un livret. Alors, c'est 3% le livret A aujourd'hui. Voilà. Quel livret? Alors les livrets de l'épargne réglementée, c'est
c'est quand même les mieux parce que net d'impôts, c'est quand même ceux qui rapportent le plus. Hein. Donc le livret A, il est à 3%. LDDS, pareil. Si vous pouvez, vous mettez sur le LEP, il est à 6,1. Mais enfin bon, c'est comme sous condition de ressources, donc tout le monde n'y a pas forcément accès. Et puis surtout, le gros intérêt, c'est que c'est un livret bancaire, c'est liquide. Et oui, c'est ça. C'est garanti en capital. Oui. Vous le récupérez à n'importe quel moment. Non, mais c'est pas comme un rachat de fonds euros qui peut durer plusieurs jours. Vous l'avez tout de suite, votre argent. Et puis, vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les prélèvements sociaux. Il n'y a aucune taxe. Absolument rien. Et puis en plus, on va peut-être avoir une petite revalorisation à l'été, hein, peut-être délivrée bientôt à 4%. Donc ok, c'est moindre par rapport à l'inflation. Oui, mais c'est le coût de cette liquidité, de cette disponibilité. On met dessus son épargne de précaution, le fonds d'urgence, et puis ce qui sert à financer ces projets de très court terme. Après, pour le reste, oui, il faut investir évidemment. Ouais. Bon, si on est prêt à investir, à bloquer un peu d'argent dans des investissements. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on peut se tourner vers l'obligataire. Hein. Alors nous, on aime bien le fonds obligataire à échéance courte, hein, parce que c'est moins risqué que les échéances longues. Le taux de défaut de l'intérêt est moins élevé, de l'émetteur est moins élevé, la volatilité elle est plus faible. Donc une durée de vie d'obligation de 3 ans, c'est pas mal. Hein. Après, il y a plusieurs placements qui existent, enfin plusieurs fonds. Hein. Vous pouvez aller sur des FCP ou sur des ETF. Ouais. Et puis, ça va dépendre aussi évidemment des émetteurs. Donc ça va aussi entre 5 et 10% pour les meilleurs. Donc 10% de rendement, c'est quand même assez élevé. Hein, mais alors, bon, évidemment, plus le rendement est élevé, plus le risque sur l'émetteur est important. On a toute une gamme de qualités. Hein. Voilà. Donc, on dit souvent que les obligations, c'est pas risqué ou c'est pas risqué, bof. Hein. Enfin, on l'a vu l'an dernier. Oui. Voilà. Et donc... il faut bien être conscient des risques. Il faut bien savoir que c'est pas garanti en capital, que le risque de perte existe, mais que vous avez quand même aussi à la clé un rendement plus élevé que sur du placement en capital garanti, c'est évident. Et puis alors comment vous souscrivez ? Via les supports en unité de compte de l'assurance vie ou via le compte titre. Sur le PEA, il y a quand même très peu de fonds qui sont PEables, qui sont éligibles. Ouais, d'accord. Mais voilà, il y a eu beaucoup de fonds à échéance qui ont été lancés ces derniers mois, trimestres sur le marché. Voilà, exactement. Votre recommandation, c'est de profiter. L'échéance, c'est important. 3 ans, c'est bien. Oui, voilà. 3 ans, c'est bien. Ouais. Il faut qu'on dise un mot de l'immobilier. Il faut qu'on dise un mot de l'immobilier. Qui reste toujours un placement. Alors l'immobilier résidentiel, c'est quand même un peu compliqué en ce moment, mais alors on peut quand même se tourner vers l'immobilier de rendement avec de bureaux, enfin d'activités avec des SCPI de rendement. Alors ça va être investi en commerce, en entrepôt, en hôtel, en locaux d'activité. Alors on rappelle quand même la SCPI, Société civile de placement immobilier. Donc elle va investir dans un parc immobilier, elle le gère, et puis les titulaires des parts vont avoir des revenus tirés de la location des biens. Donc le rendement, c'est pareil, on ne peut pas présager toujours de rendement futur, mais bon, il devrait aussi entre 5-6% cette année en 2023, parce que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. Et malgré tout, il y a quand même des risques, là encore. C'est de l'immobilier, on dit oui, c'est moins risqué que les actions. Non, alors c'est moins risqué que les actions, mais il y a quand même un risque de perte en capital. Bien sûr. Il y a aussi le risque que les loyers versés soient moins élevés que ce à quoi vous êtes envié. Les taux de vacances, des taux de défaut, il y a effectivement les taux de vacances. Et il y a même le taux de défaut du locataire qui peut, si on a une récession forte, qui sera bien réelle. Hein. Comment on fait le tri dans cette... Parce que c'est une jungle quand même, les SCPI. Il y a des segments de marché très spécififiques dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce qui vous paraît le plus... difficile de faire le tri. Alors, il faut regarder le taux de vacances, il faut regarder le taux de rentabilité interne, il faut regarder... mais enfin, surtout, il faut bien regarder son patrimoine. C'est-à-dire que si vous êtes investi déjà sur du locatif, de l'investissement locatif en France, ce serait peut-être bien, et que vous êtes attaché au locatif, au résidentiel, faut se tourner vers les SCPI européennes. Si au contraire vous vous dites oui, moi je vais me diversifier sur les SCPI du logistique parce que vous croyez dans le boom du dernier kilomètre, faut y aller. Et puis toujours bien avoir en tête cette question de la liquidité, et encore une fois d'où se poser la question de l'objectif. Il y a un marché secondaire effectivement, mais c'est pas aussi liquide, et il faut avoir un horizon d'investissement de quelques... C'est des tunnels quand même. Voilà, c'est des tunnels, exactement. Faut pas y aller si on a 3 ans devant soi. Exactement. Il faut se dire au moins 10. Oui, non, mais c'est bien de le rappeler, surtout dans ces moments-là, effectivement, où on se dit toujours oui, mais j'aurais pas besoin de cet argent. Et puis quand il y a un petit coup de stress, quand un petit sujet arrive, on se dit il faudrait que je récupère un peu de cash. Bon, c'est pas sur une SCPI qu'il faut le faire. qu'on va pouvoir le faire, exactement. Et après les SCPI, alors on peut investir soit en direct. Dans ces cas-là, vous avez droit au levier du crédit. Il est possible d'emprunter.
emprunter pour acheter des parts. Soit vous investissez via les super en unité de compte de l'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est toujours bien hein, au niveau fiscal. Donc voilà, Ouais. c'est bien aussi d'investir dans ce cadre-là. Dans l'univers action, liquide, coté, comment on s'expose là quand on a le CAC à quasiment 7600 points et qu'on se dit ah mince, peut-être que j'aurais dû rentrer avant déjà et peut-être que là c'est un peu topiche. Voilà, alors vous en avez parlé un petit peu hein, tout à l'heure. Les actions à dividendes, ça nous semble une bonne idée. Hein. Les actions à dividendes, c'est quoi? C'est celles qui versent un dividende plus élevé en proportion que ce que versent les autres sociétés cotées en bourse. Alors, on a même les aristocrates du dividende qui versent des dividendes croissants depuis 25 ans. Non mais il y en a des actions à dividendes, on en a sur le CAC, il y en a partout. Hein. Il y en a aux US, il y en a partout. Pourquoi c'est bien? Parce que déjà souvent ce sont des entreprises stables, de secteurs stables. C'est souvent le bâtiment, le télécom, les services financiers. Elles ont une trésorerie stable. Elles ont souvent des modèles qui génèrent une récurrence de cash flow très importante. Et elles sont souvent leaders de leur secteur. Non, mais et elles affichent aussi souvent une croissance sur le long terme. Donc ça c'est plutôt pas mal pour se protéger de l'inflation. Et puis après, vous, qu'est-ce que vous faites des dividendes? Alors, soit ça vous fait des revenus complémentaires au fur et à mesure comme ça, soit vous les capitalisez. Et voilà, la capitalisation, c'est quand même... c'est magique, hein, comme disait Einstein. Hein, voilà. Donc, après, il faut choisir ces actions à dividendes. Alors, sur Café de la Bourse, on a un classement des meilleures actions à dividendes françaises qui oscille avec un rendement entre 5 et 16%. Donc, voilà, vous pouvez aller le consulter. Ah ouais, bien sûr. Il y en a. Ouais. Alors après... Puis il y a des fonds dédiés. Hein. Il y a aussi des fonds dédiés, exactement. Pilotées, non, mais la stratégie dividende, sur le dividende, c'est vieux comme le monde. Hein. Voilà, c'est vieux comme le monde. Mais dans un contexte comme celui-là, ça peut être pas mal de s'y pencher. Alors, il y a Janus Anderson qui nous dit, qui fait toujours son petit décompte des dividendes versés tous les ans. Alors, et pour l'année prochaine, hein, sur les dividendes 2022 version 2023, on devrait avoir 3,4% de croissance par rapport à l'année dernière. C'était déjà un record l'année dernière. Donc là, on devrait avoir 1600 milliards de dollars de dividendes versés en 2023. Donc, il y a encore des choses à faire. Souvent, c'est des boîtes un peu boring dont on parle pas forcément toujours dans les émissions boursières. Mais parce ça que vous l'avez dit, c'est des télécoms, des utilities, etc. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, sur le c'est intéressant sur le dividende, mais il faut quand même faire attention parce que, alors déjà, les dividendes, ils sont pas garantis, hein, ça peut évoluer. Même si la boîte a l'habitude de verser des dividendes, ne pas en verser, c'est un très mauvais signal. Donc, elle aura plutôt tendance à le faire, vraiment. Ensuite, quand même, faut aussi penser à la revente. C'est-à-dire que si on fait une moins-value lors de la revente, ça peut annuler le rendement du dividende, hein, parce que voilà, ça fluctue un peu le cours. Voilà. Oui, c'est un amortisseur, mais ça ne peut pas amortir non plus 20-30% de baisse si jamais. Terminons avec, alors là, le non coté par excellence, le private equity, Clémence. Voilà, alors les entreprises non cotées en bourse. Alors là, on est sur le plus risqué, mais aussi potentiellement le plus rémunérateur, hein, c'est le corollaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça peut rapporter. Hein. France Invest en 2022 publiait une étude, le taux de rentabilité interne sur 10 ans du capital investissement, c'est 11,6% je crois par an. Mais c'est 8-10 ans, il faut l'avoir en tête, hein, là aussi. Voilà, donc voilà, oui, alors c'est complètement illiquide, ça il faut bien l'avoir en tête, hein. Non, parce qu'il n'y a pas un carnet d'ordre, le marché secondaire, c'est pas comme des actions cotées en bourse du tout, c'est très illiquide. Le risque est vraiment réel parce que ce sont quand même des jeunes sociétés, donc voilà, on n'y va pas si on est très averse au risque, hein. Voilà, et puis d'un autre côté, ce qu'il faut faire aussi, c'est diversifier son placement. Donc, faut investir dans plein de projets plutôt qu'un seul. Voilà. Mais du coup, ça nécessite pas mal de sous, surtout que le ticket d'entrée est très élevé si on y va en direct. Mais bon, la solution, c'est quand même d'y aller par des fonds. Hein. Donc, il y a les FCPI, les FIP, les FCPR. En plus, ça donnera des avantages fiscaux. La Commission européenne vient de dire 25% du montant investi au lieu des 18%. Donc, on peut y aller maintenant, là. Mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que c'est quelque chose de plus risqué et c'est pour 10 ans. C'est un mariage, quoi. C'est un truc... Exactement. Voilà donc pour les pistes de placement potentiellement rentables pour 2023. C'était la liste que nous apportait Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui était avec nous, invité du quart d'heure thématique de vendredi dernier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.